Par l'AC, Grégory Volokin, qu'on retrouve chez Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour, c'est pas vous qui me lassez, c'est le marché, parce qu'on aurait bien envie quand même de passer ces 20 000 est-ce qu'il va pour parler d'autres choses aujourd'hui? Écoutez, très franchement, faire des projections, je n'en sais rien. Par contre, si c'est pas aujourd'hui, est-ce que ça sera la semaine prochaine? C'est ça en fait la question, parce que autrement, psychologiquement, si on n'arrive pas à passer pendant plusieurs séances de suite, ces 20 000, ça va devenir un obstacle, et on n'aime pas les obstacles. Donc, je pense que le plus vite on aura tourné cette page, le mieux on se portera. On pourra parler d'autres choses, et puis au moins on sera un peu rassuré. Bon, qu'est-ce qu'on se raconte en dehors de cet objectif devenu peut-être ou en train de devenir un obstacle? Qu'est-ce qu'on se raconte sur les tables à New York en ce moment? Quels sont les thèmes? Ici, nous, on parle que de banques. Chez vous, on en parle aussi ou pas? Oui, on en parle absolument. On parle de ces amendes. En fait, on parle même plus du début du processus judiciaire contre Barclays, dans lequel on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas quel va être le montant que Barclays va devoir payer, que de Crédit Suisse et Deutsche Bank qui vont, d'après eux-mêmes, trouver un accord. Mais alors, pourquoi est-ce que tout arrive maintenant? Mais je crois surtout, c'est que, en fait, le département de la justice aux États-Unis a tout à fait conscience que, à partir du 20 janvier, avec la nouvelle administration Trump, peut-être que leurs supérieurs donneront des directives beaucoup moins agressives contre les banques et seront beaucoup plus friendly, beaucoup plus amicales avec les banques. Donc, je dirais, le département de la justice essaye de soutirer le plus d'argent possible actuellement à ces grandes banques. Voilà donc pour le chapitre bancaire, et on l'évoquera aussi bien évidemment pour la bourse parisienne, ou en tout cas ces marchés européens, parce que tout le monde a eu toute la semaine les yeux rivés sur l'Italie, mais on aura l'occasion d'y revenir. Vous parliez de Trump finalement déjà sur ces banques, et puis il y a encore des tweets qui émanent du président élu. Oui, je dirais il faut commencer à s'habituer en fait que Trump essaye d'intervenir directement dans la vie des entreprises, directement dans l'économie, en passant par ses tweets. Alors là, il reparle du prix des avions de chasse. Il avait parlé beaucoup du prix de Air Force One, qui était estimé à 4 milliards de dollars, en disant que c'était beaucoup trop d'argent. Et là, il parle du prix des programmes F-35 de Lockheed Martin. C'est un programme aussi de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et en fait, ce que dit Trump, c'est que c'est beaucoup trop cher, et il demande aux concurrent Boeing, qui est un avion, le F-18 Hornet, de soumettre une autre proposition. Mais tout ça, ça semble un peu un combat d'arrière-garde. Non seulement les budgets ont été votés, mais ces avions ont déjà été choisis par la Navy, par les marines, et en fait ils ont choisi le F-35 de Lockheed tout simplement parce qu'il est bien meilleur et plus avancé que l'avion de Boeing. Il échappe aux détections des radars, par exemple. C'est quand même relativement important actuellement pour un avion. Mais je dirais c'est quand même très très intéressant de voir cette nouvelle façon de conduire cette politique, essayer de mettre de la pression sur des compagnies. Est-ce que c'est uniquement du bruit, du public relation, ou est-ce que ça donnera des résultats? Là, c'est des gros tests. Autant le test avec Carrier, vous savez, l'air conditionné, c'était vraiment une petite compagnie et l'enjeu était petit. Là, on rentre dans le gros du sujet. Et juste encore pour vous dire, Lockheed Martin, après ce tweet, a perdu en bourse 2 milliards de dollars de capitalisation, parce que les gens sont inquiets. Voilà. Bon, bah, écoutez, on suivra en tout cas l'ouverture tout à l'heure. Ouverture qui, si on se contente des futurs, s'annonce là encore très hésitante. Mais c'est un peu la période qui veut ça. Il y a moins de monde sur les marchés. Grégory Volokin du côté de Mescart Financial Services à New York. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, Grégory, pour continuer à suivre cette tendance. Petit détour aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Et cette fois-ci, c'est Alexandre Baradez qu'on rejoint du côté d'IG. Bonjour Alexandre. Du côté de Mescart Financial Services. Bon, bah voilà, pour le moment, on reste sur le trend des derniers jours. C'est ça, Grégory? Tendance doucement baissière, on consolide et on va terminer l'année en roue libre? Ça a l'air d'être un peu ça, disons. Je regardais sur la semaine un indice comme le Dow Jones, en fait, à l'ouverture ce matin, était en hausse de 0,38%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mouvements, même à l'intérieur de l'indice, sont extrêmement faibles pendant toute cette semaine. Et c'est intéressant de voir, est-ce que c'est 80 points qu'il manque ou 90 points qu'il manque pour arriver à 20 000? On peut les trouver. Est-ce qu'il y a encore un peu d'énergie chez les traders? Je dirais que c'est difficile à trouver de l'énergie chez les traders, vu que les traders, ils sont sûrement
sûrement ou en Floride ou en train de faire du ski et pas vraiment à leur bureau. Bon, ben voilà, donc pour les 20 000, il va peut-être falloir patienter un peu d'ici quelques jours. Les banques, je le disais en titre, il y a quand même, vous aussi, on va dire aux États-Unis, pas mal d'actualités sur le compartiment financier. Oui, alors d'abord il y a ces deux grosses amendes en fait pour Credit Suisse et Deutsche Bank. Il y a une chose relativement intéressante, c'est que d'abord les chiffres annoncés sont quand même moins que ce qui avait été chuchoté il y a quelques semaines. Vous vous souvenez, on parlait jusqu'à 14 milliards d'amendes pour Deutsche Bank. Là, on arrive avec un chiffre de 7 milliards 2. Et puis aussi, c'est des amendes en fait à deux vitesses, aussi bien pour Credit Suisse que Deutsche Bank. D'abord, ils vont payer cash directement au département de la justice américain à peu près 3 milliards de dollars chacune. Mais le reste, la différence, ça va être des remboursements aux personnes qui avaient été lésées par ces opérations sur les subprimes. Alors pour donner un peu la température de comment les gens ont été lésés, il y a la troisième banque qui est en cause aujourd'hui, c'est Barclays. Barclays, par exemple, avait émis pour 30 milliards de dollars de subprime qu'elle avait après vendu donc à ses clients. Sur ces 30 milliards de dollars de subprime, la moitié, 15 milliards aujourd'hui, n'ont plus aucune valeur. Donc c'était une perte totale pour ces clients. Donc on comprend quand même que le département de la justice, je dirais, s'acharne, mais c'est pas vraiment de l'acharnement. Je dirais que c'est peut-être un peu tard. C'est surtout ça dans le calendrier qui est étonnant, d'avoir attendu si longtemps pour arriver à faire payer des amendes. Et puis c'est tard, mais c'est pas trop tard. Je pense que le département de la justice a aussi peur qu'avec la nouvelle administration, cette administration Trump soit beaucoup plus conciliante et ne cherche pas des dommages aussi importants contre les banques. Voilà pour le dossier bancaire. Il y a également ces tweets continus, finalement, méthode Trump, en 140 caractères, et il mène sa politique. Écoutez, c'est la grande question. Est-ce que c'est de la politique ou est-ce que c'est de la communication? Et je dirais, si on regarde justement le dernier dossier, qui est celui de Lockheed Martin et de Boeing, le programme d'achat de F-35 de Lockheed Martin, ça date pas d'hier. C'est un programme qui a commencé il y a 10 ans. Tous les pays qui participent à ce dossier le trouvent trop cher. Exactement, mais ça fait 10 ans que ce programme a été voté, a été mis en route. Il s'élève à un total de 500 milliards de dollars. Et en fait, le F-35, même s'il est très critiqué, est quand même le meilleur avion actuel qui existe. Et surtout, en plus, il remplace très très souvent l'autre avion que Donald Trump voudrait mettre en compétition, le Hornet F-18 de Boeing. Donc on savait que ce F-18 commence à être assez obsolète. Par exemple, c'est un avion qui est beaucoup plus facilement détecté par les radars que le F-35, qui est en principe assez invisible. Donc ce que disent les commentateurs, c'est que il essaye, Donald Trump, de faire plaisir à certains groupes, je dirais, à l'intérieur de son parti, qui réclament peut-être moins de dépenses. En même temps, il veut montrer à ses électeurs qu'il est très très vigilant sur ce que le gouvernement va dépenser, mais l'effet final risque en fait de ne pas être là. Je pense que Lockheed Martin arrivera toujours à couper quelques dizaines de millions de son programme, mais je dirais c'est vraiment beaucoup plus des relations avec ses électeurs ou des relations à l'intérieur de son parti en utilisant Twitter que quelque chose qui va changer vraiment fondamentalement des grands programmes industriels. Voilà donc pour les deux grandes news qui dominent un petit peu l'actualité. On en est aussi un peu à la période des bilans finalement. Comment est-ce que vous regardez cette année 2016 se terminer du côté de New York ? Ouais, c'était un peu l'année de toutes les surprises, et je dirais la première surprise, c'est qu'en fait les marchés n'aient pas du tout été affectés par tous les vents contraires qu'on voyait se pointer au début de l'année 2016. Vents contraires, c'était quoi? C'était par exemple l'instabilité européenne avec la possibilité du Brexit qui s'est confirmée. C'était aussi le ralentissement de la croissance en Chine, et c'était les élections américaines. Tout ça, ça amène quand même une fin d'année aux États-Unis avec des indices
indices en hausse entre 10, 12 ou même plus %, avec une confiance du consommateur qui n'a jamais été aussi élevée, avec une croissance qui a redémarré sur la fin de l'année. Donc je dirais le mieux qu'on puisse faire avant le début de l'année prochaine, c'est surtout de ne pas essayer de faire des prédictions, parce que tout le monde s'était vraiment extrêmement trompé. Je me souviens qu'en janvier 2016, en fait, quand vous écoutiez les gens très très sérieusement dire attention, les marchés américains sont chers, on va vers une récession, il faut éviter les États-Unis, il faut investir en Europe. Écoutez, le différentiel entre les marchés et les indices US et les indices européens hors FTSE est de pratiquement 15% en faveur des États-Unis. Donc ne faisons pas de prédictions, mais soyons quand même très 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 sensibles à tout ce qui peut arriver. Et je dirais sur les prochaines, en tout cas aux États-Unis, il y a deux enjeux. Où Trump arrive à imposer en fait toutes les réformes dont il parle, que ce soit au niveau des impôts avec des baisses d'impôts, que ce soit au niveau des grands programmes d'infrastructure, et s'il arrive à faire ça, l'économie va réaccélérer, tout ira bien, ou bien Trump sera bloqué dans ses projets, ou bien par une partie des républicains, ou peut-être par d'autres raisons, et à ce moment-là, les marchés alors vont être très déçus. Donc le test, il va vraiment être là à mes yeux. Justement, dans ces exercices traditionnels de fin d'année, il y a aussi celui des perspectives, des différentes études. Est-ce que en ce moment, il y en a quelques-unes qui tiennent le devant de la scène et qui méritent peut-être d'être soulignées, d'être regardées? Oui, je regardais par exemple Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs, je dirais, ils font quand même des perspectives assez prudentes sur l'année prochaine. Et on se demande mais pourquoi ils sont tellement prudents. Mais il faut se souvenir que début 2016, ils avaient fait une liste des 6 prédictions pour 2016. Sur les 6 prédictions, il y en a 5 qui s'étaient avérées absolument fausses. Donc je pense que là, ils sont un peu plus prudents. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent bon, évidemment, les marchés sont pas bons marchés, mais la croissance pourrait être peut-être un peu meilleure que prévu, mais il faut faire attention à la force du dollar. Enfin, ils sont très très consensuels, et je pense que là, il s'agit pas d'être consensuel, mais il faut se rendre compte qu'en fait, même si on voit tout ce qui peut se passer, le diable est dans les détails, comme on dit, et les marchés ne vont pas progresser en ligne droite l'année prochaine. Et la conclusion de Goldman Sachs, c'est un peu l'année 2017 ne sera pas un long fleuve tranquille. Je crois que c'est peut-être la meilleure prédiction qu'on puisse faire. Ces prédictions de Goldman Sachs sont peut-être plus importantes que les autres parce que d'anciens de Goldman Sachs vont être dans l'équipe de tête de Donald Trump? Écoutez, je dirais que c'est une question assez amusante, parce qu'en fait, je pense que Goldman Sachs va être beaucoup plus prudent maintenant dans sa communication, en tout cas avec le grand public, avec ses clients je n'en sais rien, mais avec le grand public, en sachant, comme vous dites, que des postes très très importants sont des anciens de Goldman, que ce soit le secrétaire au Trésor, que ce soit responsable du cabinet économique à la Maison Blanche. Donc Goldman, je pense, essayera de ne pas se mettre dans le débat, et je les vois pas avoir ces prévisions, comme par exemple quand il disait le pétrole va descendre à $20, évidemment ils se sont trompés, ou qui disaient le pétrole va monter à 140, ils se sont trompés aussi. Donc je pense que ils vont mettre un tout petit peu d'eau dans le vin de leur prédiction, pour ne pas jouer un rôle qui dérange peut-être leurs anciens, mais je dirais, je vois pas une conspiration de ce côté-là. Bon, les échéances du début d'année, ce seront les hausses de taux, ce sera la Réserve fédérale, ce sera voilà ce qui va marquer le début d'année 2017. Je ne pense pas, en fait. Je pense que la Réserve fédérale va vraiment montrer son attentisme, et elle veut avoir des chiffres. Et les chiffres, c'est quoi? C'est quelles vont être l'influence ou les influences de la politique économique de Trump dans l'économie américaine. Tant qu'elle n'aura pas ces chiffres ou ces données, elle n'a pas vraiment raison d'être ni plus agressive ni moins agressive. Elle sera attentive évidemment à l'inflation, etc. Non, je dirais vraiment ce qui est attendu d'ici, je dirais fin janvier, c'est de voir si toutes ces promesses qui sont en fait extrêmement bien reçues par les marchés, baisse d'impôts, c'est quelque chose que les marchés adorent, Wall Street
Street n'a jamais été aussi heureux que ces dernières semaines. Mais est-ce que toutes ces promesses vont passer dans les faits? Si ça passe dans les faits, je pense que ça sera extrêmement intéressant parce qu'on pourra se dire 2017 va être meilleur que prévu. On va déjà se projeter même sur 2018 en essayant de voir comment ces baisses d'impôts sur les entreprises vont affecter les profits des entreprises. Pour le moment, en fait, ce que je pourrais dire, c'est aussi bien la Fed que la plupart des analystes n'ont tout simplement pas pris compte de tout ce qui pourrait se passer de positif ou de négatif d'ailleurs dans le programme de Donald Trump. Donc l'inconnu, elle est vraiment là l'année prochaine. Bon, on a une info qui vient de nous parvenir, Grégory, c'est Céline Dion qui va pas chanter pour Donald Trump. Ça vous affecte? Écoutez, non, je suis très très rassuré parce que en fait, il aurait peut-être plu sur Washington le 20 janvier. Non, là, je suis méchant, mais non, je dirais c'est assez intéressant en fait de dire qu'il y a des grands, des vedettes en tout cas, des vedettes qui ont été sollicitées. C'est le cas de Céline Dion, c'est le cas de Elton John, et en général, quand on est sollicité pour chanter à l'inauguration du président des États-Unis, c'est quand même un honneur, c'est quand même quelque chose pour quelqu'un de public quand même. De très flatteur et de voir qu'il y a des tas de gens qui refusent, ça montre encore qu'il y a toute cette intelligentsia, je dirais un peu Hollywood de gauche, tout ce qu'on veut, on peut trouver le mot qu'on veut pour le décrire, mais qui avait tellement l'habitude de soutenir les démocrates que là en fait ils sont vraiment très très en retrait. Alors pour vous rassurer, il n'y aura pas Céline Dion, il y aura le chœur des Mormons qui va chanter le 20 janvier à Washington. Il y aura aussi une certaine Jackie Evancho, c'est ça, qui va chanter l'hymne américain. Je crois qu'elle est connue pour s'être imposée dans America's Got Talent en 2010, je crois. Ah ben ça promet, mais oui, vous me l'apprenez, mais oui, je crois, America's Got Talent, c'était pas une émission de Donald Trump, mais Donald Trump est très très sensible à ces émissions de télévision populaires, donc c'est clair, peut-être qu'il regardait ça. Grégory Volokin, donc depuis les bureaux de Mescart Financial Service à New York, un petit coup d'œil sur la tendance américaine, toujours en petite baisse, moins 0,02 du côté du Dow Jones, moins 0,05 du côté de l'heure. Grégory Volokin depuis Mescart Financial Service. Je regardais sur la semaine un indice comme le Dow Jones, en fait, à l'ouverture ce matin, était en hausse de 0,38%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mouvements, même à l'intérieur de l'indice, sont extrêmement faibles pendant toute cette semaine. Et c'est intéressant de voir est-ce que c'est 80 points qu'il manque ou 90 points qu'il manque pour arriver à 20 000. On peut les trouver. Est-ce qu'il y a encore un peu d'énergie chez les traders? Je dirais que c'est difficile à trouver de l'énergie chez les traders, vu que les traders, ils sont sûrement ou en Floride ou en train de faire du ski et pas vraiment à leur bureau. Bon, voilà. Donc pour les 20 000, il va peut-être falloir patienter un peu d'ici quelques jours. Les banques, je le disais en titre, il y a quand même, vous aussi, on va dire aux États-Unis, pas mal d'actualités sur le compartiment financier. Oui, alors d'abord il y a ces deux grosses amendes en fait pour Crédit Suisse et Deutsche Bank. Il y a une chose relativement intéressante, c'est que d'abord les chiffres annoncés sont quand même moins que ce qui avait été chuchoté il y a quelques semaines. Vous vous souvenez, on parlait jusqu'à 14 milliards d'amendes pour Deutsche Bank. Là, on arrive avec un chiffre de 7 milliards 2. Et puis aussi, c'est des amendes en fait à deux vitesses, aussi bien pour Crédit Suisse que Deutsche Bank. D'abord, ils vont payer cash directement au département de la justice américain à peu près 3 milliards de dollars chacune. Mais le reste, la différence, ça va être des remboursements aux personnes qui avaient été lésées par ces opérations sur les subprimes. Alors pour donner un peu la température de comment les gens ont été lésés, il y a la troisième banque qui est en cause aujourd'hui, c'est Barclays. Barclays, par exemple, avait émis pour 30 milliards de dollars de subprime qu'elle avait après vendu donc à ses clients. Sur ces 30 milliards de dollars de subprime, la moitié, 15 milliards aujourd'hui, n'ont plus aucune valeur. Donc c'était une perte totale pour ces clients. Donc on comprend quand même que le département de la justice, je dirais, s'acharne, mais c'est pas vraiment de l'acharnement. Je dirais que c'est peut-être un peu tard. C'est surtout ça dans le calendrier qui est étonnant, d'avoir attendu si longtemps pour arriver à faire payer des amendes. Et puis c'est tard, mais c'est pas trop tard. Je pense que le département de la justice a aussi peur qu'avec la nouvelle administration, cette administration Trump soit beaucoup plus conciliante et ne cherche pas des dommages aussi importants contre les banques.
Voilà pour le dossier bancaire. Il y a également ces tweets continus, finalement, méthode Trump, en 140 caractères, et il mène sa politique? Écoutez, c'est la grande question. Est-ce que c'est de la politique ou est-ce que c'est de la communication? Et je dirais, si on regarde justement le dernier dossier, qui est celui de Lockheed Martin et de Boeing, le programme d'achat de F-35 de Lockheed Martin, ça date pas d'hier. C'est un programme qui a commencé il y a 10 ans. Tous les pays qui participent à ce dossier le trouvent trop cher. Exactement, mais ça fait 10 ans que ce programme a été voté, a été mis en route. Il s'élève à un total de 500 milliards de dollars. Et en fait, le F-35, même s'il est très critiqué, est quand même le meilleur avion actuel qui existe. Et surtout, en plus, il remplace très très souvent l'autre avion que Donald Trump voudrait mettre en compétition, le Hornet F-18 de Boeing. Donc on savait que ce F-18 commence à être assez obsolète. Par exemple, c'est un avion qui est beaucoup plus facilement détecté par les radars que le F-35, qui est en principe assez invisible. Donc ce que disent les commentateurs, c'est que il essaye, Donald Trump, de faire plaisir à certains groupes, je dirais, à l'intérieur de son parti, qui réclament peut-être moins de dépenses. En même temps, il veut montrer à ses électeurs qu'il est très très vigilant sur ce que le gouvernement va dépenser, mais l'effet final risque en fait de ne pas être là. Je pense que Lockheed Martin arrivera toujours à couper quelques dizaines de millions de son programme, mais je dirais c'est vraiment beaucoup plus des relations avec ses électeurs ou des relations à l'intérieur de son parti en utilisant Twitter que quelque chose qui va changer vraiment fondamentalement des grands programmes industriels. Voilà donc pour les deux grandes news qui dominent un petit peu l'actualité. On en est aussi un peu à la période des bilans finalement. Comment est-ce que vous regardez cette année 2016 se terminer du côté de New York? Ouais, c'était un peu l'année de toutes les surprises, et je dirais la première surprise, c'est qu'en fait les marchés n'aient pas du tout été affectés par tous les vents contraires qu'on voyait se pointer au début de l'année 2016. Vents contraires, c'était quoi? C'était par exemple l'instabilité européenne avec la possibilité du Brexit qui s'est confirmée. C'était aussi le ralentissement de la croissance en Chine, et c'était les élections américaines. Tout ça, ça amène quand même une fin d'année aux États-Unis avec des indices en hausse entre 10, 12 ou même plus %, avec une confiance du consommateur qui n'a jamais été aussi élevée, avec une croissance qui a redémarré sur la fin de l'année. Donc je dirais le mieux qu'on puisse faire avant le début de l'année prochaine, c'est surtout de ne pas essayer de faire des prédictions, parce que tout le monde s'était vraiment extrêmement trompé. Je me souviens qu'en janvier 2016, en fait, quand vous écoutiez les gens très très sérieusement dire attention, les marchés américains sont chers, on va vers une récession, il faut éviter les États-Unis, il faut investir en Europe. Écoutez, le différentiel entre les marchés et les indices US et les indices européens hors FTSE est de pratiquement 15% en faveur des États-Unis. Donc ne faisons pas de prédictions, mais soyons quand même très 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 sensibles à tout ce qui peut arriver. Et je dirais sur l'année prochaine, en tout cas aux États-Unis, il y a deux enjeux. Où Trump arrive à imposer en fait toutes les réformes dont il parle, que ce soit au niveau des impôts avec des baisses d'impôts, que ce soit au niveau des grands programmes d'infrastructures, et s'il arrive à faire ça, l'économie va réaccélérer, tout ira bien, ou bien Trump sera bloqué dans ses projets, ou bien par une partie des républicains, ou peut-être par d'autres raisons, et à ce moment-là, les marchés alors vont être très déçus. Donc le test, il va vraiment être là à mes yeux. Justement, dans ces exercices traditionnels de fin d'année, il y a aussi celui des perspectives, des différentes études. Est-ce que en ce moment, il y en a quelques-unes qui tiennent le devant de la scène et qui méritent peut-être d'être soulignées, d'être regardées? Oui, je regardais par exemple Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs, je dirais, ils font quand même des perspectives assez prudentes sur l'année prochaine. Et on se demande, mais pourquoi ils sont tellement prudents? Mais il faut se souvenir que début 2016, ils avaient fait une liste des 6 prédictions pour 2016. Sur les 6 prédictions, il y en a 5 qui s'étaient avérées absolument fausses. Donc je pense que là, ils sont un peu plus prudents. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, évidemment, les marchés sont pas bons marchés, mais la croissance pourrait être peut-être un peu meilleure que prévu, mais
il faut faire attention à la force du dollar. Enfin, ils sont très très consensuels et je pense que là, il s'agit pas d'être consensuel, mais il faut se rendre compte qu'en fait, même si on voit tout ce qui peut se passer, le diable est dans les détails, comme on dit, et les marchés ne vont pas progresser en ligne droite l'année prochaine. Et la conclusion de Goldman Sachs, c'est un peu l'année 2017 ne sera pas un long fleuve tranquille. Je crois que c'est peut-être la meilleure prédiction qu'on puisse faire. Ces prédictions de Goldman Sachs sont peut-être plus importantes que les autres parce que d'anciens de Goldman Sachs vont être dans l'équipe de tête de Donald Trump? Écoutez, je dirais que c'est une question assez amusante parce qu'en fait, je pense que Goldman Sachs va être beaucoup plus prudent maintenant dans sa communication, en tout cas avec le grand public, avec ses clients, je n'en sais rien, mais avec le grand public, en sachant, comme vous dites, que des postes très très importants sont des anciens de Goldman, hein, que ça soit le secrétaire au Trésor, que ça soit responsable du cabinet économique à la Maison Blanche. Donc Goldman, je pense, essaiera de ne pas se mettre dans le débat et je les vois pas avoir ces prévisions, comme par exemple quand il disait le pétrole va descendre à $20, évidemment ils se sont trompés, ou qui disaient le pétrole va monter à 140, ils se sont trompés aussi. Donc je pense que ils vont mettre un tout petit peu d'eau dans le vin de leur prédiction pour ne pas jouer un rôle qui dérange peut-être leurs anciens, mais je dirais, je vois pas une conspiration de ce côté-là. Bon, les échéances du début d'année, ce seront les hausses de taux, ce sera la Réserve fédérale, ce sera voilà ce qui va marquer le début d'année 2017. Je ne pense pas en fait. Je pense que la Réserve fédérale va vraiment montrer son attentisme et elle veut avoir des chiffres. Et les chiffres, c'est quoi? C'est quelles vont être l'influence ou les influences de la politique économique de Trump dans l'économie américaine. Tant qu'elle n'aura pas ces chiffres ou ces données, elle n'a pas vraiment raison d'être ni plus agressive ni moins agressive. Elle sera attentive évidemment à l'inflation, etc. Non, je dirais vraiment ce qui est attendu d'ici, je dirais fin janvier, c'est de voir si toutes ces promesses qui sont en fait extrêmement bien reçues par les marchés, baisse d'impôts, c'est quelque chose que les marchés adorent. Enfin, Wall Street n'a jamais été aussi heureux que ces dernières semaines. Mais est-ce que toutes ces promesses vont passer dans les faits? Si ça passe dans les faits, je pense que ça sera extrêmement intéressant parce qu'on pourra se dire 2017 va être meilleur que prévu. On va déjà se projeter même sur 2018 en essayant de voir comment ces baisses d'impôts sur les entreprises vont affecter les profits des entreprises. Pour le moment, en fait, ce que je pourrais dire, c'est aussi bien la Fed que la plupart des analystes n'ont tout simplement pas pris compte de tout ce qui pourrait se passer de positif ou de négatif d'ailleurs dans le programme de Donald Trump. Donc l'inconnu, elle est vraiment là l'année prochaine. Bon, on a une info qui vient de nous parvenir, Grégory, c'est Céline Dion qui va pas chanter pour Donald Trump. Ça vous affecte? Écoutez, non, je suis très très rassuré parce que en fait, il aurait peut-être plu sur Washington le 20 janvier. Non, là, je suis méchant, mais non, je dirais c'est assez intéressant en fait de dire qu'il y a des grands, des vedettes en tout cas, des vedettes qui ont été sollicitées. C'est le cas de Céline Dion, c'est le cas de Elton John, et en général, quand on est sollicité pour chanter à l'inauguration du président des États-Unis, c'est quand même un honneur, c'est quand même quelque chose pour quelqu'un de public, quand même de très flatteur, et de voir qu'il y a des tas de gens qui refusent, ça montre encore qu'il y a toute cette intelligentsia, je dirais un peu Hollywood de gauche, tout ce qu'on veut, on peut trouver le mot qu'on veut pour le décrire, mais qui avait tellement l'habitude de soutenir les démocrates que là en fait ils sont vraiment très très en retrait. Alors pour vous rassurer, il n'y aura pas Céline Dion, il y aura le chœur des Mormons qui va chanter le 20 janvier à Washington. Il y aura aussi une certaine Jackie Evans Shaw, c'est ça, qui va chanter l'hymne américain. Je crois qu'elle est connue pour s'être imposée dans America's Got Talent en 2010, je crois. Ah ben ça promet, mais oui, vous me l'apprenez, mais oui, je crois, America's Got Talent, c'était pas une émission de Donald Trump, mais Donald Trump est très très sensible à ces émissions de télévision populaires, donc c'est clair, peut-être qu'il regardait ça. Grégory Volokin, donc tout à l'heure en direct avec nous depuis les bureaux de Mescart Financial Services à New York, et puis